À la une de ce journal, la MONUSCO est amputée de ses troupes d'origine ukrainienne rappelées par leur pays qui depuis février est confronté à l'opération russe. Il s'agit des 250 casques bleus qui quittent la mission en RDC. Et dans le monde, les funérailles d'État de la reine Elisabeth II débutent ce lundi à Londres. Les chefs d'État du monde et les têtes couronnées sont déjà pour la plupart dans la capitale anglaise. Le chef de l'État congolais est représenté, lui, par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia. Et nous parlerons sport également dans ce journal préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. L'ASV Club qualifié pour le deuxième tour après avoir battu ce dimanche Gaborone United 3-1. Le deuxième tour pour les clubs congolais aura lieu au mois d'octobre. Bienvenue à vous tous à ce journal de dimanche soir. À la une, le chef de l'État a reçu samedi à la Cité de l'Union africaine une délégation des chefs coutumiers Teke et Yaka en conflit de terre dans le territoire de Kwamouth au Maïndombe. Incapables de trouver un compromis, ces chefs coutumiers ont été presque enjoints de rester dans la capitale le temps de trouver une solution à ce conflit par eux-mêmes avec le concours bien évidemment du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le facilitateur et médiateur à cette rencontre a dénoncé une main invisible derrière ce conflit qui a occasionné mort d'hommes et des déplacements des populations. Et l'autre personne en quête d'une solution à ce conflit, c'est Adolphe Mouzito. L'initiateur du nouvel élan a parcouru plus de 300 km pour s'enquérir personnellement des causes profondes de ce conflit interethnique. L'opposant a installé ses quartiers à la cure de la paroisse catholique Saint-Yves où il consulte les autorités territoriales, les chefs coutumiers ainsi que la société civile. Il l'a promis, il l'a fait. Bravant les intempéries et les conditions pénibles des routes, l'ancien Premier ministre et initiateur de Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a pris son bâton de pèlerin pour s'enquérir des causes profondes du conflit entre Teke et Yaka. Une décision qui n'a pas laissé indifférents les habitants de Menkao qui ont tenu à le lui exprimer sa gratitude pour ce déplacement. De Camo, en bref, de la caravane d'Adolphe Mouzito se rend à Mbakana. En sa qualité de notable du Grand Bandundu, l'ancien Premier ministre va consulter le chef coutumier Labi Mboma Honoré pour avoir son point de vue sur ce conflit. Adolphe Mouzito a dans sa gibecière toute une cargaison de denrées de première nécessité. C'est l'objet de sa visite auprès de l'autorité coutumière de Mongata, à 110 km de Kinshasa, aux portes de la route nationale numéro 17 menant vers Bandundu-ville en passant par le territoire de Kwamouth. Réconfortés dans leur détresse, les déplacés des atrocités de Kwamouth n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers leurs bienfaiteurs. Outre le message de paix pour la coexistence pacifique entre les communautés Teke et Yaka, Adolphe Mouzito réitère sa proposition de voir les terres titrisées pour la revalorisation des chefs coutumiers en les dotant d'un pouvoir économique susceptible de booster le développement de toutes les communautés locales. Les troupes ukrainiennes se sont retirées de la MONUSCO à la demande du gouvernement de Kiev qui fait face à l'opération militaire russe. La demande du rapatriement de ces 250 casques bleus avait été faite depuis mars. Le départ concerne le personnel, les hélicoptères, l'équipement de la mission de la paix des Nations Unies. Le général Marcos da Costa a partagé sa reconnaissance de l'apport de ce contingent après 10 ans de présence sur le sol congolais. Côte à côte avec son adjoint, Gentini Ngobila s'est enquis de l'état d'avancement des travaux d'embellissement des emprises publiques. Le gouverneur de la ville se dit satisfait de l'évolution de ces travaux. Bedin Kenge. Le gouverneur Gentini Ngobila a débuté sa ronde par la commune des Massina, où des travaux d'embellissement des abords du boulevard Lumumba sont en train d'être effectués, partant du marché de la Liberté jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. L'autorité urbaine a encouragé le travail réalisé jusqu'ici par l'entreprise Adi Construct
L'encadrement des abords du boulevard Lumumba va empêcher la population du coin de vendre leurs articles à même le sol le long de la chaussée. Après Tiangou, le chef de l'exécutif provincial a pris la direction de l'avenue de Poids-Lourds à Kingabwa, dans la commune de Limete, pour faire le même constat. Ici, les travaux sont exécutés sous la coordination du vice-gouverneur Gérard Moulumba. Il a visiblement apprécié le nouveau visage qu'affiche petit à petit l'avenue de Poids-Lourds. Ensuite, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est rendu sur le boulevard Lumumba, entre la 4e rue et la 6e rue Limete résidentielle, pour s'imprégner également de l'évolution des travaux d'embellissement de l'emprise publique. Pour boucler cette tournée, le gouverneur Jean-Tini Ngobila et sa suite sont allés sur l'avenue Bypass. Ici, nous sommes sur l'avenue Bypass, où nous avons déjà placé des poteaux d'éclairage public. Nous avons placé également des lampes qu'on appelle LED, qui sont de nouvelle génération. Et là, nous sommes en train de faire le raccordement pour lancer finalement l'éclairage public sur ces tronçons, compris entre l'échangeur délimité et rond-point Gaba pour la première phase. Il est prévu aussi de sortir de l'obscurité la route Bypass dans son tronçon allant de l'échangeur de Limete jusqu'à la Cité Verte, avant de continuer avec les mêmes travaux sur la route de Matadi à Binzaozone, dans la commune de Ngalima, a souligné Jean-Tini Ngobila. Et au Congo central, le gouvernement provincial a une nouvelle fois interdit la circulation et le stationnement des camions citernes, et ce, après le deuxième incendie grave enregistré cette semaine. Il ne s'agit pas de la première décision de l'autorité provinciale. Et pour comprendre ce laisser-aller, nous sommes en ligne justement avec Jules Benga, président de la société civile et force vive de cette province. Bonjour, monsieur Jules Benga, est-ce que cette nouvelle mesure est-elle conséquente? C'est une mesure salvatrice puisque c'est depuis 2018, lorsqu'il y avait les premiers événements, que la société civile avait recommandé aux autorités en place de prendre la même mesure, de suspendre les transports des produits inflammables sur la voie routière et utiliser les canaux appropriés qui sont les pipelines. Ou soit s'ils peuvent autoriser ce véhicule, mais qu'il y ait une décision que ce véhicule soit accompagné par le véhicule d'anti-incendie. Et ça peut rouler aussi pendant les heures tardives. Ça, c'était depuis 2018, mais malheureusement, ils n'ont pas suivi. Et maintenant, aujourd'hui, voilà la deuxième catastrophe. Et qu'en est-il des autres décisions concernant les poids lourds? La mesure là d'interdire la circulation de poids lourds pendant la journée, c'était aussi la mesure où la société civile a beaucoup salué, puisque c'était plus par le maire de la ville, Maître Patinzouzi. J'étais dans cette réunion-là au niveau du gouvernement provincial. Malheureusement, c'est une mesure qui a été sapée par les opérateurs économiques de Kinshasa, puisque c'était un débat houleux. Pour eux, le maire de la ville n'a pas qualité d'interdire le véhicule qui roule sur la nationale numéro 1 de circuler pendant la journée. Pendant que le maire de la ville avait pris cette mesure-là pour sécuriser sa ville de Matadi. Donc si aujourd'hui nous sommes devant cette situation où on n'arrive pas à respecter cette mesure-là, la faute incombe aux opérateurs économiques de Kinshasa. Alors, dernière question, que peut faire la société civile si ces nouvelles mesures ne sont pas respectées à nouveau? Et comme nous saluons cette mesure qui était très attendue depuis 2018 et qui est tombée aujourd'hui, nous allons accompagner son Excellence Monsieur le Gouverneur avec son gouvernement provincial. Et dès que les mesures prises ne sont pas respectées, la société civile va continuer à dénoncer. Merci Jules Benga pour toutes ces
précision. La foire de la sous-traitance des PME congolaises s'est clôturée hier samedi dans le Lualaba. Les échanges ont porté sur les défis liés aux sous-traitants, mais aussi sur les dispositions de la loi numéro 17/001 de l'ARSP. Cette messe entrepreneuriale était l'occasion de proposer les pistes de solutions pour la création d'une vraie classe moyenne congolaise. Au nom de son Excellence Madame le gouverneur de province, je déclare close la foire sur la sous-traitance. C'est en ces termes que le représentant du gouverneur ad intérim du Lualaba, son Excellence Deoda Kapenda, le ministre provincial de l'Intérieur, a déclaré clos ces moments intenses et enrichissants de l'entrepreneuriat congolais. Ces grands rendez-vous de la sous-traitance organisés par la RSP étaient une opportunité de réfléchir sur les pistes de solutions à proposer aux difficultés auxquelles sont confrontés les sous-traitants dans leur vécu au quotidien sur le terrain. Lors des différents travaux en panel, des recommandations ont été formulées aux autorités présentes, entrepreneurs et entreprises principales, afin de trouver une voie vers la création d'une classe moyenne comme souhaité par le législateur qui est la RSP. Au sortir de ces assises, le président de l'association de sous-traitants, Landré Meïa, pense passer à l'action. Nous sommes derrière cette organisation ou cette foire pour que nous travaillions ensemble. Parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment que les sous-traitants se mettent ensemble pour trouver des solutions adéquates et pourquoi pas des solutions durables pour tout ce qui est problématique de la sous-traitance. Présente à ces assises, l'une des entreprises principales attend offrir une place de choix aux femmes œuvrant dans le secteur minier. En collaboration avec notre management, on va donner des marchés aux femmes pour pouvoir promouvoir la femme congolaise, la femme entreprenante. Deux moments forts, on l'a dit, d'échanges, mais aussi de visites, de stands et d'achat de produits de sous-traitants Lualabé, agrémentés ici par la douce mélodie de Jean Goubal. Et dans le sud Kivu, la société de construction, la société Sokok a débuté les travaux de pose de la couche d'enrobé en béton bitumineux sur la route nationale numéro 2 Kazingo-Amsaré, longue de 6 km. Ce tronçon relie Bukavu à Kavumu. Le vrombissement des engins de la société congolaise de construction Sokok rythme le quotidien des usagers de la route Kazingo-Amsar sur la RN2, tronçon Bukavu-Kavumu. Centrale d'enrobé, compacteur pneumatique ou encore les finisseurs, toutes les machines sont en action pour la pose de la couche en béton bituminé. Suspendu pour 2 ans, les travaux ont repris avec pompe grâce au plaidoyer de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, auprès du gouvernement de la République. La société Sokok entend asphalter 6 km pour transformer ce qui était jusqu'ici un cauchemar pour les usagers de la route Bukavu-Kavumu. Nous avions commencé par les travaux de scarification de l'ancienne chaussée. On a posé les différentes couches. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de poser la couche de roulement en enrobé. Et aussi, nous sommes ici sur le pont Murundu, là où les travaux des ponts évoluent. Nous allons continuer. À chaque fois, on a une distance convenable pour faire les enrobés. On les pose. Donc, on ne va pas arrêter les travaux. Le ministre provincial des ITPR a remercié la société Sokok qui tient mordicus au respect du délai contractuel, mais surtout aux orientations du gouverneur Théo Ngwabidjekassi, qui fait des visites régulières sur cette route afin de s'assurer de l'évolution. Au même moment, la société congolaise de construction Sokok construit des dallots, bises, béton armé et des ponts se trouvant le long de cette route. Et puis le Fonds forestier national a célébré la 13e année de son existence, l'événement marquant aussi l'histoire du 23e mois du mandat de l'administrateur et directeur général des Fonds forestiers nationaux avait connu la participation de plusieurs personnalités de la ville. À l'occasion du 13e anniversaire de la Direction générale du Fonds forestier national, cette dernière avait organisé le vendredi une cérémonie de célébration enrichie de plusieurs programmes, entre autres la remise des véhicules, des services, dont 4 directions ont été bénéficiaires, à savoir la direction des ressources humaines, direction technique et d'autres. Les portes de la Direction générale du Fonds forestier national étaient restées ouvertes pour accueillir les différentes écoles invitées, d'où la mission, la vision et l'objectif du Fonds forestier national ont été inculqués aux enfants. Ensuite, la cérémonie de
remise des véhicules, des services aux différentes directions du Fonds forestier national, à commencer par le discours contextuel de l'administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala. En tenant compte de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, j'avais promis d'avoir comme slogan le FFN d'abord. J'invite tous les cadres et agents de la direction générale et les antennes du FFN à adhérer à ma vision managériale en redoublant d'efforts au travail bien fait. Les bénéficiaires de ces véhicules ont exprimé leur satisfaction. Les véhicules, ce n'est pas les véhicules personnels, c'est les véhicules pour le travail. Et chaque direction a ses courses, chaque direction a ses problèmes. En effet, cette journée a connu la participation de plusieurs personnalités telles que le directeur général du Fonds forestier national et administrateur général, ainsi que le PCA et tant d'autres. À noter que cette cérémonie s'est soldée par une fête dans la soirée afin d'immortaliser l'événement. Et puis parlons de la situation politique et sociale dans la province du Haut-Katanga. Le sujet était au centre d'une conférence de presse organisée par la jeunesse pour l'unité des Katangais. Après analyse, ces jeunes ont salué les efforts fournis par les autorités locales de ce coin, notamment sur le plan sécuritaire. Ce n'était ni une prise de position en faveur d'un leader politique, ni contre un autre, mais la première sortie médiatique d'une structure totalement apolitique, la JUCAT, Jeunesse pour l'unité de Katanga. Cette émanation du Forum pour la réconciliation et l'unité de Katanga a tenu une conférence de presse samedi 17 septembre 2022 dans la polyvalente salle du centre pastoral de l'archidiocèse de Lubumbashi. Conférence au cours de laquelle les jeunes Katangais ont donné en toute responsabilité et objectivité leur analyse et position sur les questions des leurs qui bouillonnent sur l'espace Katanga. Sur le plan sécuritaire, la JUCAT a salué les efforts fournis par les autorités civiles et militaires de toutes les 4 provinces ici du Grand Katanga, qui ne ménagent aucun effort pour mettre à la disposition des services de sécurité des moyens logistiques afin d'instaurer et de maintenir un climat de paix. La jeunesse pour l'unité de Katanga s'est engagée à pérenniser et à s'approprier ses acquis sécuritaires. De la sécurité au développement. Le deuxième axe de cette conférence de presse a concerné les provinces de Tanganyika et Olomami, 2 des 4 provinces démembrées du Katanga qui peinent à démarrer leur processus de développement. Constat de la jeunesse pour l'unité de Katanga qui appelle le fils et fils du Olomami à une table ronde. Quant à la province du Tanganyika, la JUCAT a attiré l'attention du pouvoir central sur l'intérêt majeur à s'y prononcer sur le dossier de la réinstallation de l'Assemblée provinciale afin de faciliter au gouverneur l'exécution du programme de son gouvernement. Au cours de cette conférence de presse, le dossier du lycée Loboucha a été soulevé. Les jeunes pour l'unité de Katanga. Et on se rend à Londres. Les hommages populaires se terminent dans quelques heures. La capitale anglaise se prépare à accueillir les funérailles XXL de la reine Elisabeth II, une première de cette taille depuis les obsèques de Winston Churchill. Les chefs d'État du monde sont déjà sur place. Christophe Mbosso représente Félix Antoine Tshisekedi. Commentaire de Jenny Kayembe. Morte depuis le jeudi 8 septembre à Balmoral en Écosse, c'est finalement ce lundi que la reine Elisabeth II sera inhumée dans les cerveaux de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en bordure de Londres. Le Royaume-Uni s'y prépare pour les derniers adieux. Les funérailles de ce lundi promettent d'être la plus grande opération jamais encadrée par la police de Londres. L'objectif est d'assurer les bons déroulements de l'événement et prévenir d'éventuels mouvements de foule. Des dizaines de milliers de visiteurs font les déplacements pour se recueillir auprès du cercueil de la reine. Pour le compte de la RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne fera pas les déplacements de Londres pour y participer. Il a dépêché le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso pour les représenter à ses obsèques. La mort de la reine Elisabeth II a suscité un chagrin incommensurable au Royaume-Uni. Ce lundi, toutes les activités seront suspendues à travers le pays. En hommage à la reine Elisabeth II, la journée a été déclarée fériée. Le roi est mort, vive le roi. Cet événement symbolise également l'ultime étape de l'accession au trône du roi Charles III.
Et dans le reste de l'actualité, un puissant séisme de magnitude 6,9 est survenu dimanche au large de la côte est de Taïwan. Le Japon a même diffusé une alerte tsunami dans la région avant de la lever quelques heures plus tard. Le bilan actuel fait état d'une personne décédée après la chute de machines dans une cimenterie de la ville de Yuli, située à proximité de l'épicentre du séisme. Selon le ministère de la Santé, 79 personnes ont demandé un traitement médical ou ont été envoyées à l'hôpital. Taïwan et ses environs connaissent régulièrement des séismes du fait de leur localisation près de la jonction entre deux plaques tectoniques. Et en sport, l'ASV Club, l'association sportive V Club, a validé son ticket pour le deuxième tour de la Ligue des champions de la CAF après avoir battu Gaborone United du Botswana sur le score de 3-1. Battu à l'aller sur la note d'1-0, les Moscovites ont su renverser la vapeur au stade des Martyrs en visitant 3 fois le portier botswanais grâce notamment à Varel Rosanne, Eric Kabwe et Marouf Tchakei, alors qu'à la mi-temps, le score était d'1 partout. V-Club et 3 autres clubs congolais se produiront au mois d'octobre pour le compte du deuxième tour. Place au rappel des titres à présent. La MONUSCO est amputée de ses troupes d'origine ukrainienne, rappelées par leur pays qui, depuis février, est confronté à l'opération russe. Il s'agit de 250 casques bleus qui quittent la RDC. Et les funérailles d'État de la reine Elisabeth II débutent ce lundi à Londres. Les chefs d'État du monde et les têtes couronnées sont déjà pour la plupart dans la capitale anglaise. Le chef de l'État congolais est représenté par le président de l'Assemblée nationale. Et en sport préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, l'ASV Club qualifié pour le deuxième tour après avoir battu ce dimanche Gaborone United par 3-1. Le deuxième tour pour les clubs congolais aura lieu au mois d'octobre. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu